Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une actualité qui fait pas mal parler, le déploiement par la Chine de 5 brise-glaces en Arctique, là au nord de l'Alaska. Mm. C'est une présence assez inédite. Alors la question qu'on se pose, est-ce que c'est une simple mission scientifique ou est-ce qu'il y a derrière une dimension stratégique plus affirmée? C'est la question centrale, effectivement. 5 navires quand même, c'est impressionnant. On parle de quoi exactement? On a entendu parler du Xiaolong 2, parti de Shanghai début juillet. Oui, alors le Xiaolong 2, c'est un brise-glace assez moderne, un Polar Class 3, capable de briser 1,50 m de glace, typique pour l'été arctique. Mais le point important, c'est qu'il n'est pas seul. C'est toute une flotte, en fait, et très coordonnée qui est à l'œuvre là-bas. Coordonné. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, on trouve par exemple le Shanghai Yihao. Lui, c'est un navire de recherche très, très avancé. Il a rejoint la zone fin juillet. Il faut imaginer des robots sous-marins, des drones et même un submersible capable de descendre à 7000 mètres. C'est une véritable plateforme d'exploration des grands fonds. Ah oui, quand même, 7000 mètres. Et il est complété par un autre, le Tansuo-san Hao, qui est tout récent, lui. Polar classe 4, donc pour des glaces plus épaisses, même en conditions annuelles, et lui aussi est équipé pour l'exploration profonde, y compris avec des submersibles habités. Donc ces deux-là ensemble, ils montrent une capacité d'investigation sous-marine vraiment poussée. Exploration profonde, capacité à opérer dans des glaces difficiles. Oui, on sent que ça va au-delà du simple passage ou de la recherche de surface. Tout à fait. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi deux autres navires. Le GD, qui est assez récent aussi, et puis le Zhongshan Daxe GD. Ce dernier, c'est un ancien navire canadien, puis russe, racheté par une université chinoise. Eux semblent avoir des trajectoires plus larges, panarctiques. Le GD se dirigerait vers le Canada, Arctic Bay apparemment. L'autre a déjà fait une longue expédition par le passé. Donc on a vraiment un ensemble polyvalent. D'accord, je vois. Certains ouvrent la voie dans la glace, d'autres font de la recherche très pointue, surtout sous l'eau. C'est ça. Cette combinaison de capacités, déployées en même temps, ça change un peu la donne, non? Surtout si on compare avec la présence américaine dans cette zone précise. Il y a souvent juste le USCGC Healy, qui commence à dater un peu, en attendant les nouveaux navires. Exactement. Donc là, on a 5 unités chinoises, très modernes, complémentaires, face à une seule américaine sur zone. Le contraste est frappant. Oui, il est saisissant. Et si on regarde les équipements embarqués, on parle de caméras bathymétriques pour cartographier les fonds marins avec une précision extrême, de multiples capteurs, des bras robotiques. Tout ça suggère fortement que les objectifs dépassent la recherche fondamentale pure. On est dans la cartographie précise, l'analyse fine de l'environnement, la modélisation. Et donc, difficile de ne pas faire le lien avec des ambitions, disons, géopolitiques. Mieux connaître les futures routes maritimes qui s'ouvrent, le potentiel du sous-sol. Exactement. Il faut remettre ça dans le contexte global de l'Arctique. Les glaces fondent, c'est une réalité. Ça ouvre potentiellement la route maritime du Nord, le passage du Nord-Ouest, et surtout, ça pourrait donner accès à d'énormes ressources potentielles. Les estimations parlent de milliards de barils de pétrole, de milliers de milliards de mètres cubes de gaz, de minerais rares. Des ressources colossales. Colossales. Et dans des zones où les revendications de souveraineté sont déjà complexes et parfois disputées. Et la Chine, qui, rappelons-le, n'est pas un État riverain de l'Arctique, a quand même officialisé dès 2018 sa stratégie de route de la soie polaire. Tout à fait. C'est de l'Arctique. Et il y a eu cet accord scientifique avec la Russie en 2023 pour explorer ensemble les plateaux continentaux nordiques. Oui, un accord bilatéral important qui cible justement ces zones potentiellement riches des plateaux continentaux étendus. Et pour bien situer cette montée en puissance chinoise, peut-être un rapide coup d'œil aux flottes mondiales de brise-glace en 2025. C'est assez parlant. Oui, bonne idée. Alors, la Russie reste archi-dominante, avec une cinquantaine de navires, quelque chose comme ça, dont 9 à propulsion nucléaire, ce qui est unique. Le Canada en a près d'une vingtaine, une flotte non négligeable et en expansion. Les États-Unis, eux, sont un peu à la traîne, avec seulement 3 navires actifs en attendant le renouvellement de leur flotte. 3 seulement, oui. La Finlande et la Suède ont des flottes efficaces, une dizaine et 5 environ, mais très concentrées sur la mer Baltique. Et puis arrive la Chine. Environ 5 navires donc, mais on voit bien une croissance très rapide et surtout une grande modernité de cette flotte polaire. Hmm. Et les autres pays?
Les autres pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, la France, le Chili ont souvent un ou deux navires, principalement dédiés à la science ou à la logistique antarctique ou arctique. Donc la Chine se positionne vraiment comme un nouvel acteur majeur dans ce domaine. Donc, si on résume, on observe un déploiement chinois en Arctique qui est à la fois massif pour la région et technologiquement très avancé. Il y a clairement un mélange d'objectifs scientifiques qui sont affichés et d'intérêts géopolitiques qui semblent évidents. Tout ça dans un contexte de changement climatique qui ouvre de nouvelles possibilités économiques et stratégiques. C'est une vraie reconfiguration qui est en train de se jouer. Absolument. Et peut-être la pensée qui reste pour conclure, c'est celle-ci. Voir un État qui n'est pas riverain, comme la Chine, affirmer une présence aussi forte, aussi sophistiquée technologiquement, dans un Arctique en pleine mutation, eh bien, ça soulève des questions fondamentales. Des questions sur la gouvernance future de cette région, sur l'accès à ses ressources, comment tout ça va évoluer dans les décennies à venir face à ces nouvelles dynamiques. C'est un dossier qu'il faudra suivre de très, très près. Un dossier à suivre, hein, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis, merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités et d'analyses sur media24.fr.